Eh ben, bienvenue à toutes et tous. On est très très heureux d'être au Spot 24, l'exposition, le lieu éphémère urbain des sports urbains à l'occasion des JO en 2024. Et bienvenue à toutes et tous pour cultiver cette conférence débat où on va débattre, échanger, la parole va circuler autour du hip-hop, la culture qui berce la France depuis 50 ans. Fête, on est en pleine festivité. Alors il y a des festivités qui ont eu lieu très tôt, d'autres qui vont avoir lieu très tard, d'autres qui vont avoir lieu sur le long terme, et c'est ça qu'on aime. Et je suis très bien accompagné grâce à Fabrizi, qu'on peut applaudir, Chris également, KJ. Je suis accompagné d'artistes, d'entrepreneurs, de créateurs, de gens à l'imaginaire euh, qu'on ne peut pas, voilà, comme ça, freiner. Ces artistes, 6 artistes qui me font l'honneur de m'accompagner. Je vais commencer par Benjamin Chawat. Vous pouvez l'applaudir, Benjamin Chawat. Dit Benji, a.k.a. Benji. Alors, j'ai préparé des biographies parce que c'est très important de, en tout cas, tenter de bien vous situer. Danseur, break, originaire de Rony-sous-Bois, et tu me dis si je me trompe. On t'appelle Benji et tu es très attaché à cette culture hip-hop. Tu es connu pour tes battles marquantes contre Crumbs ou contre Junior. Ta personnalité, elle est vive, elle est sans tabou, elle est directe, elle est vivante. Euh, tu, euh, Tu es un artiste riche d'un parcours qui va t'emmener de la place, la fameuse place Carré à Châtelet, à des compétitions internationales. Et on t'a vu aussi collaborer avec un auteur-réalisateur qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Paul Bellettre. Et avec lui, tu as fait euh, plusieurs projets autour de fiction plutôt, avec donc Love in Mary Jane en 2001. Il y a eu également la street vidéo Flexible Furry, ça c'était en 2002, la web série Style de ouf en 2005 et le documentaire Paris Battle en 2015. Alors on voit que tu mêles ton univers entre danse, break et cinéma audiovisuel. Alors oui, bonjour tout le monde, salut. Effectivement, j'aime bien faire plein de choses à la fois. Alors, les vidéos, c'est un peu personnel, c'est parce que c'est une façon un petit peu de marquer ton histoire en déclarant tes mouvements à tout le monde. C'est un peu une forme de preuve. Parce que quand la vidéo sort, il y a une date, donc il y a tes mouvements à l'intérieur. Donc je fais ça depuis ce temps. Jusqu'à encore, dernièrement, j'en ai sorti encore. Je fais des Flexible Warriors maintenant, c'est d'autres vidéos. C'est ma façon à moi de rester un pas dans le game tout en étant à côté, faire plein d'autres choses comme travailler simplement. Ton cerveau est dans plusieurs énergies. Moi, j'ai toujours aimé voilà faire plein de choses à la fois. J'aime le business, j'aime l'argent, je suis fudge. On fait ce qu'on sait faire. Voilà, j'aime ça, j'aime vraiment me divertir dans plein de choses. J'ai eu un club de roller, une discothèque en roller. Oui, tu as été entrepreneur, tu as fait plusieurs choses. Et on peut le dire aussi, et tu peux le montrer puisqu'il est à côté de toi, la sortie de ton livre Warrior, exactement. Le b-boy le plus copié du monde, est déjà dispo. Alors, la baseline, il faudrait que tu en parles. Ceux qui me connaissent dans la salle savent que j'ai une grande gueule et savent que je peux assumer un truc pareil. Ok, bah voilà. Donc ça va choquer les gens qui ne me connaissent pas, les autres savent que c'est du Benji. Est-ce que quand ils vont lire le livre, ils continueront d'être choqués? Ou est-ce qu'ils vont comprendre sans me connaître personnellement? Alors, l'histoire d'un breaker comme moi, pour ceux qui me connaissent, savent qu'il y a beaucoup de débats, c'est beaucoup de battles, beaucoup de fights, beaucoup d'histoires, beaucoup de polémiques. C'était du Benji, en fait, il se passait rien sans qu'il y ait un problème. J'ai jamais fait de battle simple et efficace comme il se fait aujourd'hui. Si tu veux, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des compétitions. Ce sont plus des battles, c'est des compétiteurs. Donc, c'est plus la même chose. Tout est encadré, tout est bien mis en place. On était plutôt la génération où on n'a pas grand chose, mais on fait tout nous-mêmes et on était très très bien lotis aussi à notre façon, en fait, en réalité. On en parlera dans la génération. C'est très très bien d'en parler. Je vais vous présenter, on le connaît un petit peu, certains d'entre vous, je pense que tout le monde le connaît ici, rappeur, danseur, chorégraphe, directeur artistique, originaire de Villeneuve-Saint-Georges. Encore une fois, Bambi Cruz, si je dis une bêtise, tu me le dis.
Tes premières inspirations Bambi Cruz, elles trouvent leur source dans le snuff. Et puis tu es bien connu pour avoir accompagné MC Solar évidemment sur scène, d'avoir backé, d'avoir travaillé avec lui sur ses chorégraphies, dans ses tournées. Chorégraphe des championnats du monde d'athlétisme en 2003, si je dis pas de bêtises. Tu as fait plein d'autres projets entre-temps. Tu as également accompagné Yannick Noah sur son Stade de France en 2010. Et puis, tu as participé à l'élaboration de son dernier album à MC Solar, Géopolitique. J'ai certainement, si tu as des infos à nous dire en plus biographiées, n'hésite pas. J'ai créé aussi mon agence événementielle qui s'appelle CrossProd, et ça fait 15 ans que ça existe. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est en bac, donc les gens ne le savent peut-être pas. Ouais, je ne mets pas forcément en avant, je communique pas forcément dessus, mais en plus, c'est plus en fait quand on a fait de la scène ou des choses comme ça, comme les entreprises viennent nous voir. Bien sûr. Du coup, j'ai créé une structure pour pouvoir commercer avec eux. Bien sûr, bien sûr. Donc, on va également, donc, on va parler des générations. Et Bambi, tu l'as un peu dit, on va également parler de structuration de nos métiers, de notre culture, etc. Je vais vous présenter Jimmy Yudat. On peut l'applaudir également. C'est un danseur professionnel, Jimmy. Toi, ce sont des débuts dans le monde des battles. Je t'ai vu un peu réagir tout à l'heure quand Benji en parlait. Tu marques également, toi, une évolution dans ta danse vers une transition vers la création artistique et chorégraphique. Tu es un passionné de l'expression corporelle. Tu as même créé ta propre plateforme média pour pouvoir parler de tout ça et faire passer le message. Tu possèdes une vision unique, un talent exceptionnel. Tu repousses toujours les frontières de ton art. J'ai eu l'occasion de te voir à plusieurs reprises et tu as cette capacité à plaire aussi à un public international, comme tous nos invités français a cette capacité à plaire à l'international. Ça, c'est le French flair, c'est l'exception française. Donc on en est bien content. On en est bien content. Non mais on va présenter un profil un peu différent. Il s'appelle donc. Est-ce que j'ai dit une bêtise, Jimmy? Pardon. Non, c'est très bien. Ma mère avait été très contente de le non, vraiment rien à dire. Rien à dire. Merci. Okay. On va présenter un profil un peu différent, mais qui est très complémentaire de notre casting présent. Il s'appelle Freddy Zahadi-Penda. On peut l'applaudir également. Senior manager label, manager d'artistes chez Believe. Ça fait maintenant plus de 20 ans que tu es dans les coulisses de l'industrie musicale, ni vu ni connu, personne ne te voit, mais tu fais pas mal. Tu accompagnes à plusieurs niveaux différents artistes, différents producteurs, et tu les aides comme ça à concrétiser leurs projets artistiques. Ce sera bien aussi d'avoir ton point de vue, peut-être avec un pas de côté, sur les coulisses de comment tout ça se passe. Tu es manager chez Believe, tu nous parleras également de tout ça, et tu as pu gérer des projets pour qu'on te situe un peu, de Kerry James, de Neige, Fresh. Oui, Neige, Châteaufras, il y en a plein d'autres. Fresh Châteaufras, oui. Il y en a plein d'autres. Un petit name dropping comme ça. Pour les anciens, il y a Mr. New, Neige, c'est récent, avec une grosse tournée qui continue. Il y en a d'autres qui ne sont pas nécessairement chez Believe, mais que j'ai accompagné également. Et pour les plus jeunes, on peut citer Elso qui est en train de bien monter en ce moment. Il y a une petite aussi qui s'appelle Kani, qui est très très forte. Il y en a beaucoup en fait. Il y en a beaucoup. Un catalogue très large. Voilà. Tu es un passionné également pour les accompagner parce qu'il faut tenir. Même si avec l'âge la passion peut s'émousser de temps en temps, mais oui, à la base on le fait par passion effectivement. Eh ben on va parler également de vos passions, de nos passions. Je vais vous présenter désormais Ricky Soul, C3PO, on va dire dans le nom. Ricky Soul, c'est tout simplement, en tout cas, c'est ce que je pense sincèrement et que beaucoup de pensent, une référence internationale en house, grâce à un style et une gestuelle. Voilà, on peut le reconnaître assez facilement, assez unique. Membre du collectif de légende Hot Trip House, de la compagnie Quality Street, tu es également le directeur artistique de Underground Dance Provider, dans laquelle tu as créé Black Jack Clubbing Project. Voilà.
C'est un groupe fusionnant walking, dance, voguing, hip-hop. Il y a beaucoup de choses. C'est tout ce qu'on aime. Une créativité, danseur, musicien. Tu es également dans des projets musicaux comme Oswella et également House on Nous. Tu vas nous en parler un petit peu. J'aimerais bien que tu nous fasses un petit laïus juste après ta présentation pour nous parler un petit peu de ces projets musicaux puisque tu es un musicien également. Oui. Je sais pas si j'ai dit des bêtises, mais Non, merci. Et dans House en Nous, on peut voir aussi, pour que vous compreniez, une fusion entre nos cultures urbaines et le goka, le belay, tout ce qui est vraiment traditionnel antillais. Et ça nous plaît beaucoup. Merci. Donc, la house dance, ça fait 25 ans, je pense. Ouais. Donc c'est un peu les premières générations. C'est vraiment ce qui m'a porté, avec des racines vraiment dans le hip-hop. Hein. C'est voilà, Ouais. toujours là. Concernant la musique, c'est naturel en fait. Voilà. C'est une expression naturelle. C'est une expression naturelle. Si t'es danseur, c'est que t'aimes la musique. Ouais. Voilà. Sinon, Vous êtes toutes- sinon t'es pas danseur. Toutes et tous, en tant que danseurs et danseuses, des interprètes. Voilà, vous êtes des interprètes. Ça, c'est voilà. Au même titre qu'un chanteur. Ça n'engage que moi, mais voilà, si t'aimes pas ouais. la musique, t'es dans autre chose. T'es dans autre chose. Concernant Oswella, en fait, ce groupe-là, il est particulier parce que tous les membres du groupe sont des danseurs professionnels. Ok. Voilà. Et vous avez tous aussi des activités un peu différentes en dehors de... C'est ça. Voilà. Mais on est tous danseurs de house dance et de hip-hop freestyle et on est tous instrumentistes. Et donc le but également, il y a ce qu'il y a derrière, en plus de voilà mixer tout ce qu'on aime, le hip-hop, la house, le broken beats avec ce qu'on a de racines caribéennes, ouais. Il est de recentrer en fait, de remettre le lien direct entre la danse et la musique et de rappeler aux gens que ces musiques qu'ils aiment, qu'ils écoutent, il y a toujours une danse qui va avec. Exactement. Et c'est pas forcément une danse d'un point de vue je me plonge dedans, je m'entraîne tout le temps, c'est comme ça, c'est dans cette culture. Très bien. Voilà, c'est pas parce que tu te dis oui, bah voilà, moi le hip-hop, je vais pas forcément m'entraîner tout le temps et me dire danseur que tu peux pas danser hip-hop. Ouais, Puisque tu écoutes du hip-hop, ben tu danses hip-hop. On va en parler. Et de toute manière, cultiver, ça va être que ça va être une série de débats, de discussions et d'échanges autour de toutes ces questions qui nous tiennent. Je vais présenter l'homme qui est à mes côtés, Guyver, le créateur de la marque Noir Inc. Grime. Je l'ai bien dit? Grime, voilà. Alors attention, tenez-vous bien. Touchez-vous le nez, ça a piqué. Graffeur, beatmaker, DJ, rappeur, styliste, entrepreneur, n'en jetez plus. La coupe n'est jamais assez pleine pour remplir la culture hip-hop de ton talent, de ta passion qui respire. Entre tes Antilles, ton hip-hop, tes machines, ta vision, ta créativité et ton envie, tu nous rappelles par chacune de tes actions et de tes revendications que la culture, comme tu le disais, Ricky, est le meilleur moyen d'explorer toutes nos identités. Welcome, Guyver. On peut l'applaudir. Je suis très très heureux de pouvoir avoir toutes ces personnalités très différentes et vous avez beaucoup de points communs, mais le premier point commun, ce par quoi ça commence, c'est la passion. Parce qu'avant de vous projeter dans vos choix, dans la bascule, faites-nous rêver, dites-nous comment votre passion, elle a transpercé vos vies. On va commencer avec Bambi. Alors, on va essayer de faire un peu court, pardon, pour passer du rythme. Voilà. Moi, ça a commencé très tôt. Hein. On voyait des choses à la télé, à l'époque des dinosaures dont je fais partie. Il n'y avait pas de magnétoscope, des choses comme ça. On voyait des choses passer à la télé. Quand je regardais la télé à l'époque, il n'y avait rien qui nous correspondait. On était plutôt métissés dans mon entourage. Et quand je regardais la télé, je voyais pas quelque chose qui me correspondait. Et dès qu'on voyait quelque chose qui nous parlait, en fait, on avait une vision éclair. C'est-à-dire qu'on voyait quelque chose qui passait à la télé, on se dit waouh, comment il a fait ça le mec, il a tourné à terre. On sait pas ce qu'il a fait et du coup on se mettait à chercher. Et là c'était vraiment une prise de tête quoi, par exemple, pour faire ce qu'on appelait la coupole ou le moulin à vent ou tu vois, où il y a eu plusieurs noms. Bon bref, et on cherchait, on pouvait passer 1 an et demi à trouver ce pas-là.
C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'explication, tout ça, donc on était vraiment pire que des passionnés, on était des malades, on squattait les halls. Et souvent, on comparait cette danse à l'époque, on nous regardait bizarrement, quoi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils lavent le sol, ils savent pas quoi faire, des choses comme ça. Donc c'était vraiment une passion. Et à travers la musique aussi, les certains beats qui nous parlaient plus que d'autres, quoi. On avait envie de bouger, etc. C'était dur en France, il n'y avait pas ce genre de beats, des trucs qui nous faisaient danser. Ouais. Donc voilà, la passion elle est venue par là et par le jeu et par aussi le défi et exister aussi par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on nous a rien appris, mais ce qu'on fait là, on l'a inventé, quoi. C'est nous en fait. Et quand on allait faire ou des battles ou des choses comme ça, ben on se disait oh putain, j'ai gagné juste avec mon jus, quoi. Ouais, ouais. Voilà, avec ma passion. Et ça, c'était le premier déclic pour moi. Parce que en effet, donc on va donner la parole, ouais, voilà. Mais juste avant, pour qu'on comprenne, la passion c'est une notion précieuse pour nous tous et elle est propre à chacun et à chacune d'entre nous. Et au début, elle est là, elle s'installe, elle est là, on fait avec, on fait des choses et puis on fait avec les moyens du bord, comme tu l'as dit, Bambi. Et puis on est prêt à tout pour assouvir cette passion. On est prêt à payer, on est prêt à y aller, on fait tout ce qu'on veut. Et c'est ça que j'ai envie de connaître dans vos parcours à chacun. C'est comment petit à petit, cette passion qui était là, qu'on ne se posait pas de questions, a subitement, et ça va être le débat qu'on va avoir juste après vos présentations courtes à chacun, de savoir comment la bascule a existé pour chacun d'entre vous. C'est en tout cas important pour placer les débats, de savoir comment la bascule pour chacun d'entre vous s'est opérée. Je t'en prie, Benji. Alors moi, j'ai commencé très tôt, puisque moi je suis le benjamin de la famille, donc j'ai des grands frères qui étaient de la génération justement Sydney, HIP, HOP, donc j'ai grandi dans une maison où on avait les films comme Beat Street, Breaking, et on avait les émissions de Sydney. Et j'avais des copains de mes grands frères qui étaient des danseurs comme Yuval justement, qui étaient très proches de moi et qui petit à petit m'ont entraîné un petit peu avec eux. Voilà, ils m'ont pris par la main. J'étais un petit peu la petite mascotte au début. J'étais le petit frère de 5-6 ans qui dansait, qu'on mettait sur la tête, qu'on faisait faire des toupies sur le dos, etc. Et un jour, le break est revenu fort, mi-95. Et je suis retombé amoureux de la danse comme quand j'étais petit et je suis revenu à fond dedans. J'ai ressorti mes vieilles vidéos, j'ai ressorti mes vieux trucs. Il y avait très peu d'informations en 95 encore. Passer tes journées à aller chercher Exactement, aller chercher l'info là où il y avait l'info parce que c'était une génération aussi où les gens ne partageaient pas les vidéos. Donc tout le monde voulait garder pour soi les petits secrets, donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai découvert Châtelet et Halles et là c'était la révélation de ma vie. C'est ce qu'on disait dans ta biographie. Ricky, Soul. Yes. Ben ouais, la claque musicale, c'est mon frère jumeau qui ramène, on doit avoir, je sais pas, 7-8 ans. Il ramène une cassette avec du rap français dedans. Comme on est un petit peu plus jeune, on avait quand même déjà vu une imagerie, certains clips qui passaient à la télé, parce que de génération en génération, de plus en plus d'infos, mais on est encore d'une génération où tu dois chercher les infos, ou s'il y a du rap, t'attends qu'il soit à minuit, 1h sur M6 pour avoir les 3 clips de rap, ou le matin à 7h du mat. C'est un peu cette génération-là. Et puis au niveau de la danse, à chaque fois que je voyais des clips avec de la danse dedans, c'est ça qui me faisait kiffer, mais j'ai pas fait le lien tout de suite parce que je faisais du basket et quand des gens moi je suis du 13e arrondissement de Paris. C'est un arrondissement, voilà, ça joue beaucoup au basket et ça dansait beaucoup. Donc le lien s'est fait un peu comme ça aussi. Ok, très bien. Freddy. Moi, c'est plutôt le rap. Ça a commencé par le rap dans les années 90, milieu 90 en fait. Et comme beaucoup, on rappait au quartier avec beaucoup d'amis. Ça a commencé par la pratique. Oui, par la pratique, oui. Ok. Après, c'était plus vraiment de la passion. J'ai jamais eu une prétention à en faire quelque chose. Ok. Et c'était vraiment de la passion au début. On se croisait même avec les gars des Ulysses, là. On s'est beaucoup croisés sur des mixtapes, des compiles, des choses comme ça. Donc, quelquefois, tu sais, tu jettes la pierre, mais elle te revient quand même, tu vois. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et moi, c'est plus par le côté business. Et finalement, la vie est bien faite parce que c'est ce qui me correspondait le plus, en fait.
Donc, Tu as trouvé ton chemin voilà, donc, et tu as pu voilà. assouvir ta passion à Voilà, travers ton métier. exactement. Donc, je vis ma passion de la musique à travers le business de la musique, dans l'accompagnement des artistes, la structuration de leur business, voilà, les aider à franchir des paliers, en fait. Donc voilà, pour ma part. Je vais demander à Guyver. Guyver, toi, comment la passion t'a traversé au début? Moi, en fait, j'ai vu mes cousins qui sont 5 ans plus âgés que moi. Et à l'époque, j'avais 6 ans, en 82, et on était chez des amis à eux. Et en fait, ils se montraient des pas, ils dansaient et tout, et ils faisaient ce qu'on appelle le smurf, quoi. Et moi, j'étais tout petit, et je les regarde faire, et de mon point de vue, je vois des gens qui arrêtent le temps, en fait. C'est quand ils pop, là, pour moi, c'était des extraterrestres qui arrêtaient le temps. Et je me dis, ça, c'est un super pouvoir. En fait, c'est des génies, ils arrivent à arrêter le temps. Et puis, ils arrivent à faire à faire des plis sur leurs vêtements qui sont inhabituels à voir. Parce que quand tu fais ça, tu vois, t'as des plis normaux, mais eux, quand ils se tordaient, je voyais des plis bizarres. Et moi, je vois des extraterrestres qui arrêtent le temps, des ovnis. Et par la suite, ils me disent, ouais, regarde le dimanche Sydney. Et je vois tout ça, je vois des gars qui se roulent par terre, la musique, des extraterrestres. Pour moi, je vois comme si j'avais... Ça te plaît ou elle est secondaire? Ça me plaît immédiatement parce que c'est... Ce qui se passe sur la musique, tout te plaît? La musique me plaît parce que ça sort de tout ce que mes parents m'ont amené sur un plateau d'argent. La musique caribéenne, la soul, tout ça, tu vois. Et puis la musique aussi, la variété française. Mais ça me plaît parce que il y a une impulsion vraiment extraordinaire. Et en fait, moi, donc j'ai commencé par la danse et j'avais 6 ans et à 11 ans, j'ai commencé à composer aussi. Donc parce que mon père est musicien, donc j'étais assistant de mon père dans son petit studio, c'est moi qui enclenchais le play, l'enregistrement et tout ça et j'arrangeais aussi des fois ces parties rythmiques. J'ai commencé super jeune en fait, mais je me rendais même pas compte. Et en fait, ça a été super tôt pour moi la musique parce que ma famille est une famille de musiciens. Donc voilà, c'est... Jimmy, on va finir par toi. Ouais, alors pour moi, c'est difficile à dire en fait. J'essaie de réfléchir depuis tout à l'heure pour dire un truc stylé. Mais en vrai, non, parce qu'en vrai, pour être sincère, je sais pas si quand j'ai été passionné, parce que depuis que j'ai grandi, le hip-hop était toujours là en face de moi et par identification. Le fait que c'était les seuls moyens où, par exemple, sur le Prince de Bel-Air, sur l'équipe de rap, l'équipe d'NTM, les clips américains, c'est la seule fois où je voyais des noirs stylés. Donc forcément, il y avait l'identification, représentation. Donc forcément, je me vois en eux, mais est-ce que j'étais passionné? Tu ne savais pas. Je sais pas. Après, par rapport à la danse, où j'ai commencé vraiment à me dire que c'était ma passion, c'était parce qu'au début, c'est un truc, une histoire, je vais pas raconter ma vie, mais l'histoire un peu de comment j'ai commencé, c'était avec une bande de potes. Et qu'en vrai, on kiffait tellement se retrouver ensemble et qu'on trouvait un moyen d'exister dans le monde dans lequel on vivait, qu'on faisait tous les jours, en fait. Et je pense que c'est là vraiment que la passion est arrivée. Même si je pense que j'ai grandi avec quand j'étais dans les battles, tous les sons je les connaissais, mais parce que j'ai grandi avec une famille où tout le monde écoutait. Mais est-ce que j'étais vraiment passionné déjà, comme j'étais passionné du foot, comme j'étais passionné de Dragon Ball Z? Enfin voilà, il y a plein de choses que j'aimais dans ma vie entre guillemets, mais de là à dire que j'étais passionné quand j'étais petit, je sais pas. Je pense que c'est venu beaucoup plus tard. Le fait que je me disais, pour moi une passion c'est de faire quelque chose et que tu peux pas t'en passer. Et je pense que c'est venu beaucoup plus tard pour moi, en tout cas. D'accord. Mais au moins, voilà, il y a quelque chose qui est tombé. Ça se croise, vos histoires, la passion, elle arrive à des moments, différents pour chacun. Et je suis curieux, du coup, parce que cette passion, elle est pure, elle est avec nous. On la transporte. Et puis, quel a été votre cheminement? Tiens, je vais demander à Benjamin, ou celui qui a l'envie et l'impulsion pour répondre, répond. Quel a été pour vous votre cheminement pour faire la bascule entre passion et structuration de cette passion, pour qu'elle devienne votre activité principale? Non, le processus, est-ce qu'il a été rapide? Pour ma part, ça s'est fait un peu naturellement. Au début, tu danses parce que t'aimes danser, parce que c'est ton kiff, c'est ta passion, comme tu l'expliquais. Après, tu deviens professionnel petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, tu veux juste, moi, je parle pour moi, hein, je voulais juste faire la coupole, frimer en boîte, être le mec qui est au milieu et qui tourne sur le dos. Et après, tu veux faire un deuxième mouvement, tu vas prendre un troisième, un quatrième, et finalement, tu t'entraînes tous les jours. T'en viens à avoir une palette de mouvements.
tu veux moins frimer en club et tu veux plus aller vers de la compétition, Ouais. tu veux briller après en compétition. Ça s'est fait un peu naturellement. Donc je suis devenu breaker tout naturellement, petit à petit, à force d'avoir des mouvements. On me disait bah pourquoi tu vas pas faire ce petit battle, essaye de défier ce mec-là, essaye de défier celui-là. Puis finalement c'est devenu mon travail, je faisais ça tous les jours. Je Et tu t'es défiais. rendu compte, et tu t'es rendu compte, et ce sera la même question pour Ricky Soul ou Bambi derrière qui répondront, tu t'es rendu compte derrière que de ton activité naissait un revenu? Alors le problème c'est que le break, ça a toujours été très difficile d'en vivre. À cette génération-là, c'était très difficile pour mes parents. Tu dis à des parents, Feuge, tu veux être danseur, mec, mes parents ils m'ont pris pour un martien. Ils m'ont dit, t'es un fou en fait. Tu parles avec quoi? De quoi tu me parles? On voulait que tu sois médecin. J'avais pas les capacités. J'étais que bon danseur. Donc je leur avais dit que je ferais que danseur pour l'instant. Okay. Et ils m'ont jamais cru, ils m'ont jamais vu danser jusqu'au jour où ils m'ont vu au cinéma dans le film Le Défi. Quand ils ont vu que j'ai décroché un premier rôle, pour eux, c'était ok, d'accord, on va le laisser faire. Peut-être que finalement, il tient quelque chose. Donc tes battles, tes petits battles ou les choses que tu faisais un peu partout, ça n'avait pas d'importance à leurs yeux. Par contre, le film, là, c'était... Ce que je peux t'expliquer, c'est que j'avais beau être bon dans les battles, oui, c'est très difficile d'expliquer à ta mère que t'as pas gagné 1 euro quand même parce que c'est un battle sauvage, parce qu'on t'a donné 3 t-shirts et une casquette quand t'as gagné. Donc, le premier gros revenu, c'est le défi. Donc c'est là où tu peut-être derrière, tu commences. Exactement, c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il y avait possibilité de gagner de l'argent avec ce que je faisais, okay. Et que c'était pas juste une danse, voilà. Je pouvais que frimer, quoi. Je pouvais vraiment vivre. Exactement. On en est là dans ce chapitre, en tout cas ce moment de cette conférence, c'est cette structuration, l'art de passer d'un métier passion à une structure. Ricky, toi, comment, en tant que professionnel de la danse, tu te dis voilà, bon bah je suis en train de structurer quelque chose qui va me ramener de l'argent. Moi, je faisais, en fait, j'étais étudiant. Voilà, je faisais des études de sociologie. Voilà, et puis les années passées, je passais chaque étape et je continuais à danser. Je passais plus de temps à m'entraîner qu'à étudier, même si ça marchait quand même au niveau des études. Ouais. Donc ça, c'est le côté passionnel et puis voilà, tu sens quand même si tu te le dis pas, il y a un truc qui se passe. Et j'ai laissé faire en fait. Okay. Ouais, je me suis pas dit je vais devenir danseur professionnel. J'ai juste laissé faire et les premiers cachets arrivent à quel moment? Sur quel type d'événement? C'est surtout fait quand mes mentors, notamment Nasty, Karl, ils m'ont fait danser avec eux et avec Storm, et puis j'ai commencé à faire des spectacles, des pièces avec eux. Okay. Et je suis parti en tournée avec eux, avec Storm. Et au bout d'un moment, tu peux pas en même temps être à l'étranger, être en train d'étudier, quoi. Donc, ton individualité, ton talent, ton de danseur, t'a amené à avoir tes premiers cachets de cette manière-là. Ça s'est fait comme ça. Et mais quand je dis que j'ai vraiment pas prévu, même en tournée, j'étais encore à des moments en train d'essayer d'étudier, de rendre mes devoirs. De rendre mes devoirs. Et puis au bout d'un moment, c'est bon, arrête de te mentir à toi-même. Ouais. Allez, c'est parti. Et puis. Voilà. Et toi, Bambi, tu bricoles, tu fais tes trucs, etc. Et puis à un moment donné, il y a une vision peut-être qui vient, et puis tu commences à gagner tes sous parce que tu produis des gens sur scène, parce que tu es toi-même danseur pour les autres. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Hein. Pour mes premiers cachets, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que l'ami d'enfance, nous, c'est donc celui qui va devenir MC Solar. Bien sûr. En fait, c'est de la chance. C'est-à-dire qu'au début, quand on allait en boîte, c'est nous qui le faisions rentrer parce que les danseurs, ils étaient toujours bien acceptés. Ouais. Parce qu'il faut dire que le mouvement hip-hop, ça vient par la danse, en fait. Parce que les premières choses, c'est la musique, on l'entend à la radio, mais ça vient par la danse. La première culture, c'était la danse, en fait, qui est arrivée en France. Ouais. Et donc, nous, on le faisait rentrer en boîte. Ensuite, ça s'est inversé avec le talent qu'il a eu. Et puis après, moi, je suis passé du hall sur scène. Et comme je devais être un danseur un peu chiant, je me suis dit waouh, pour moi c'était Noël. C'est-à-dire on arrive sur scène, on a des spots et tout ça, et je me suis dit tiens là, on va passer un nouveau step là. Comment on peut se servir de ça? Et j'avais envie de synchroniser tout ça. Je me suis dit tiens, quand je vais faire ce pas là, bam, ça serait bien que la lumière arrive. On a envie de synchroniser, on a d'autres visions. Et en fait, comme j'ai toujours réfléchi en images dans ma vie et en musique,
En fait, voilà, c'était de toute façon tout a découlé de ça. Et donc les premiers cachets pour moi, c'était pas un métier. Hein. Pour moi, j'ai que de la chance jusqu'à aujourd'hui. C'est que de la chance, vivre de sa passion. Où je suis tellement passionné qu'en fait je vois pas que je travaille. En fait, c'est pas un travail pour moi. Je suis pas dans la souffrance. Je suis juste dans ah ouais tiens j'aimerais bien faire ça. Là je vois l'exposition. En fait, chaque passionné, quand on rencontre un passionné, ça te donne des idées. Ça remet de l'eau au moulin. En fait, voilà. Créativité non-stop. La créativité et puis se réjouir aussi des autres lorsqu'ils font des choses et tout ça. Je me dis waouh, ça augmente. Et là, on voit que la population augmente dans le hip-hop. Là, on n'est plus les seuls, mais on est nombreux. Et moi, ça me réjouit quoi. Chaque succès des gens me réjouit. Et je me dis waouh, putain, ça y est, on est tous. Ça y est, je suis compris de plein de gens en fait. Et donc tout ça fait plaisir. Et donc pour moi, c'était pas un métier. Hein. C'est juste arriver comme ça. C'est de la magie. Bon, ben. Jimmy, je t'en prie. Et oui, n'hésitez pas à faire ça et à prendre la parole, comme ça le sujet. Non, parce que moi, c'était pas de la magie, moi. Alors on t'écoute, Jimmy. J'ai pas eu de meilleur ami qui était dedans. Mais non, c'est pour dire que non, c'est parce que je suis issu d'une génération aussi différente. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à danser, j'ai tout de suite voyagé très tôt. C'est-à-dire que j'ai voyagé, je commençais à faire des voyages, etc. Et après, c'est pour ça que je voulais dire un mot sur la structuration. Oui. C'est qu'il y a un énorme tabou dans la danse par rapport à ça. Ouais. Ça veut dire que c'est ça qu'on est là pour en parler un peu. Ouais, c'est pour ça que je mets les pieds dedans. Je mets les pieds dedans. Voilà. Non, parce qu'en vrai, en tant que danseur, il y a deux moyens d'être entre guillemets d'être structuré. Aujourd'hui, c'est soit d'être intermittent ou soit d'être auto-entrepreneur. Et le problème, c'est que souvent les danseurs, on a des gros cachets ou des cachets, mais les cachets sont en brut et on ne le sait pas. Ah, ok. Ça veut dire que ça, tu l'apprends beaucoup plus tard. Et c'est des choses qui sont tabous parce que tu as des grosses sommes que des gens, peut-être c'est des salaires pour eux, mais en fait, c'est en brut, c'est que tu déclares rien. Il y a beaucoup de danseurs qui ont de l'argent, mais en plaque. Donc ça, c'est. Et ça, c'est quoi? C'est parce que en face, les structures ne veulent pas. Parce que ça coûte moins cher de payer quelqu'un en brut qu'en net. Oui, mais ça, c'est bon pour tous les business. Ah, mais comme c'est artistique. Toutes les industries. Comme c'est artistique et c'est pas une industrie. C'est pas une réelle industrie. C'est-à-dire que, par exemple, souvent, moi, quand j'ai commencé à travailler et je voulais être professionnel, la chose sur laquelle je me suis tourné, c'est vers les créations. Ok. Et les créations, c'est pas un système de ticketing, c'est l'État qui donne. Ouais. Donc c'est pas. Donc c'est des subventions. Donc là, et là, c'est déclaré. Ok. Et là, c'est déclaré. Mais souvent, sur les danseurs, comme moi, j'étais vraiment hip-hop qui sont passionnés et qui travaillent et qui voyagent dans les pays, etc. Là, t'arrives dans un pays, ils vont pas te déclarer. Ils te donnent l'argent que eux, ils arrivent à avoir avec leur billetterie. Et c'est là que la structuration, elle arrive. Et le problème de manque de structuration, il existe. C'est qu'il y a beaucoup de gens, comme il n'y a pas de communication par rapport à ça, et qu'on se dit pas, fais attention parce que plus tard, tu risques d'avoir des problèmes une fois que tu arrives peut-être même à la retraite, une fois que tu te blesses, une fois que t'as pas de taf. Et le fait qu'on ne dise rien et que chacun fait son truc de son côté, on se retrouve qu'il y a un manque de structuration justement de la danse. Et Freddy, je te voyais dodeliner un peu de la tête quand il parlait de l'industrie n'existe pas ou il n'y a pas d'industrie. Si, tu peux. Oui. En fait, je dirais qu'elle existe, mais elle est informelle. Donc il faut rendre les choses formelles. Justement, pour rebondir sur ce qu'il disait, j'ai vu un extrait d'une interview que tu as faite, où justement la structuration quelquefois elle est forcée parce que la réalité t'oblige à te structurer. Quand tu as fait ton déplacement, tu as fait le total de ce que ça t'a coûté. Et tu as regardé le prix en face, tu t'es dit non, en fait, pardon, désolé, ouais. Donc il s'est déplacé, il a payé, enfin, il a eu des coûts, des frais pour faire son battle, il a gagné. Et quand tu fais, comme toute entreprise, tu fais, le rapport coût et profit, tu vois qu'en fait, tu y es pas. Donc, tu te rends compte que tu es obligé de te structurer, tu es obligé d'avoir des tarifs, ce qui est aussi tabou très souvent. De se dire je vaux tant ou ça vaut tant, ça on a du mal. Donc je pense que pour beaucoup en tout cas c'est la vie, ce sont les réalités qui te contraignent à organiser les choses. De la même manière pour mon cas à moi, au début je faisais les choses par plaisir et par envie de les faire. Sur le côté musique et business de la musique, quand tu te rends compte que tu aides des plus gros que toi qui sont plus installés à gagner de l'argent à travers des deals et toi tu le faisais pour le faire, c'est là que tu te rends compte que voilà. Okay, très bien. Donc à un moment donné tu te dis ok, donc ça vaut tant, il faut que moi aussi je prenne ma part de ça et petit à petit tu te structures justement. Et vous avez l'impression que quand on parle d'argent, quand
quand on parle d'argent dans ce métier, qu'on dit voilà, ben moi c'est tant. Est-ce que vous avez l'impression que vous insultez la personne ou que la personne est insultée? Parce que j'ai l'impression qu'il y a ce rapport tabou et en effet de pas avoir à parler d'argent. Viens, on fait ce qu'on kiffe, me demande pas d'oseille. Ou est-ce que, est-ce que vous avez cette impression-là ou est-ce qu'il faut justement que tout le monde soit d'accord pour Ça dépend des périodes. Moi, je vais dire pour moi, ça dépend des périodes. Quand j'étais jeune, je pouvais accepter rien. Parce que c'était un honneur, c'est une passion. Souvent on me demande combien j'ai gagné pour le film et je réponds tout le temps, je l'aurais fait même gratuit. Parce qu'il n'y avait pas grand chose à une époque. Donc, tu t'es pas valorisé, tu coûtais quelque chose. Mais déjà, pour moi, de venir me chercher, déjà, c'était pour moi, c'était valorisant, déjà. Oui. C'est dans ce sens-là que je te l'explique. Exactement. C'est qu'après, quand t'as pas grand chose, tu gagnes pas grand chose avec la danse, c'est compliqué. Quand on te propose un plan, t'as peur de frustrer la personne en face et qu'elle te donne pas le plan parce que t'as donné trop cher ou aujourd'hui, je gagne très bien ma vie avec mes business. Quand on me demande de venir dans un battle, je donne des sommes énormes parce que je m'en fous qu'on me dise oui ou qu'on me dise non. Et quand on me dit oui, tant mieux, j'y vais. Quand on me dit non, il y a pas de problème. Okay. Mais parce que je peux me permettre. Ouais, mais il y en a d'autres, ils sont à la gorge, tu leur proposes un plan, ils vont foncer. Tu voulais réagir? Ouais, je voulais réagir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure là, par rapport aux sommes. En fait, les sommes que vous gagnez, en fait, tu peux passer par n'importe quelle structure. Moi, je suis dans l'événementiel, je le fais plein de fois pour des potes qui sont en galère de cachet et qui facturent comme toi et qui ont des problèmes. En fait, s'ils facturent, en gros, via la société et tout ça, je leur dis, moi, je vais te faire tes cachets qui te manquent, mais dis-toi que quand tu vas recevoir tes 3000, c'est là aussi où vous, les intervenants, il faut savoir que quand vous allez facturer 3000, vous allez toucher 1005 en cachet. Voilà. Donc, le delta, en fait, des fois, les gens, ils se disent, ah non, je préfère toucher les 3000. Ouais, ok, mais tu seras pas protégé après. Après, c'est un choix de vie, quoi. C'est un choix de vie pour avoir les cachets. Et c'est sur ça que je voulais intervenir, surtout, c'était parce qu'on parlait de passion et de structuration. Oui, et souvent, le gap entre les deux, c'est la Hesse. Oui, non, mais c'est ce que... Non. Mais tu sais que tu as raison, parce que c'est ce que je voulais aussi aborder, c'est-à-dire qu'entre la passion qui est nue de toute envie, velléité financière, il y a beaucoup de temps avant d'arriver, et aussi de valoriser votre talent, parce que finalement, vous avez du talent. Ce talent, il prend du temps à exister, il prend du temps à exister, il prend du temps à prendre forme, et il se valorise par plein de manières, une exceptionnelle prestation dans un événement que tout le monde a vu, un passage en télé, un film, enfin voilà, des tournées, voilà ça. En fait, Jimmy a utilisé un mot tout à l'heure, il a dit industrie. On a construit une espèce d'économie qui est parallèle. Quand le monde des battles a commencé à se développer, ça c'était prévu par personne. Personne n'avait prévu que ça allait se développer comme ça. Non seulement ça s'est développé, mais en plus de ça, c'est devenu international et global tout de suite. Ouais. Ça devient international, global tout de suite. Quand tu voyages, tu te retrouves confronté à une différence administrative entre ce qui se passe en France, ce qui se passe chez la personne qui essaye de te payer. Voilà, ça là. Voilà, toi-même, t'es même pas forcément formé à tout ça. Donc il y a beaucoup de problématiques qui se croisent par rapport à la danse et la manière dont ce milieu s'est développé, notamment ce qu'on appelle le business ou le milieu des battles. Donc voilà, à côté de ça, quand on dit business et milieu des battles, ça inclut le fait de juger ou le fait de participer, le fait de donner des stages. Maintenant, avec les événements qui se développent, le fait peut-être de te retrouver à parler dans des conférences dans ces événements, ça inclut beaucoup de choses. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a, en termes de structuration qui est du milieu, on n'y est pas encore. Parce que là, on a parlé aussi d'individuel. Oui, je peux être intermittent si je fais ça, je peux être auto-entrepreneur, mais il y a aussi une structuration qui est globale du milieu. Exactement. Et c'est là que ça pêche. Alors, merci. Je vais te donner la parole après. Juste, Guyver, pour toi, en tant que professionnel, la structuration, est-ce qu'elle a été cruciale pour toi, pour ton développement? Parce que je rappelle que tu as quand même un profil hyper hybride. Tu fais plein de choses. Et est-ce que pour toi, la structuration, elle est cruciale ou le développement juste de ton talent professionnel suffit à exister? Pour moi, la structuration, c'est quelque chose qui s'est fait en tout dernier et qui encore aujourd'hui n'est pas très stable, en vrai. Moi, j'ai la particularité de me contenter de ce que j'ai dans la vie,
J'ai une famille qui me soutient. Mon père qui m'a toujours soutenu dans la musique. Je suis resté chez lui jusqu'à 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis avec ma meuf, qui me soutient aussi. Elle bosse. Moi, je m'occupe des enfants. J'ai jamais vraiment senti ce de besoin, tu vois. Jamais été vraiment dans la reste, comme on dit, tu vois. Et donc, ça fait que tout ce que j'ai fait, j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec la passion. Uniquement la passion. J'avais pas de cachet, je rentrais à la maison, il y avait à manger, tu vois. Je vis chez mon père il kiffe ce que je fais, il vient me voir en concert quand on faisait Enfants des îles avec John Seals, Sœur Samuel, tout ça. Et donc j'ai vraiment eu la chance de construire mon parcours sans avoir à assouvir de réels besoins financiers. Tu vois, donc moi j'ai commencé à me structurer il y a peut-être moins de 10 ans. Ouais. Tu vois, j'ai eu des cachets en 2004. Mes premiers vrais cachets, c'était en 2004 avec Sœur Samuel, quand on a signé l'album Visé Plio. J'ai produit, puis il y a un chèque de 8 000 € qui arrive. Je vois, wow, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'était ça. C'est génial, j'ai de l'argent. Mais dans la musique, c'est tout là. C'est-à-dire qu'on va faire qu'un seul album et c'est fini. Moi, c'était vraiment ça. Qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait factuellement dans le rap, dans la musique, dans tout ça. Et c'est pour ça que au même moment, enfin un petit peu avant, on a fait en 2003 avec Fix et John Seal et DJ Mist, on a fait Dégaine ton style, quasiment sur un coup de tête, qui a eu un succès fou. On voyait des cassés de vidéos. Dégaine ton style, c'est un battle de rap, c'est l'un des premiers battles de rap en France. On l'a fait gratuitement dans le 9-1, dans le 91 aux Ulysses. C'est joli département quand même. Gratuitement, l'entrée était gratuite. On a braqué la salle pour le faire. Faut dire ce qui est. Et puis après, une fois que le succès est venu, il y a M6 qui est venu nous approcher, nous dire ouais, on vous donne tant d'argent pour les trucs. Ouais, mais non. Nous on le fait parce qu'on kiffe. Orange est venu nous voir, tant d'argent, encore plus d'argent. On a fait c'est charmé, mais non. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas gagné beaucoup d'argent sur Méga Ton Style. Alors Freddy va réagir parce qu'il a l'air déprimé depuis tout à l'heure, mais c'est aussi pour ça. Est-ce que l'argent n'est pas une insulte parfois quand on veut se structurer, quand on veut avancer, c'est pas user son influence? Non, c'est pas une insulte. Mais après, quand tu vois, il y a des groupes comme M6 et Orange qui t'approchent pour mettre la main sur ton bébé, sur ta culture, parce que nous on défendait. Il y a aucun héros vraiment qui est sorti de Dégaine ton style. C'est le rap qui était le héros. La culture. Et quand tu vois M6 et Orange t'approcher, tu sens qu'il va se passer un truc chelou. Tu le sais. Et à chaque fois, quand tu regardes, désolé pour peut-être qu'il y a des représentants de Red Bull, mais quand tu vois Red Bull, ce qu'ils font de la culture, tu dis frère, moi je suis bien content. Et ils m'ont approché aussi Red Bull. Hein. Tu vois, je suis bien content de pas avoir gagné un copec. C'est génial s'il y a plusieurs avis différents. Je suis bien content de pas avoir gagné un copec sur Dégaine ton style et de savoir qu'aujourd'hui il y a les RC qui viennent nous voir et qui nous invitent à chaque fois et qui nous mettent à l'honneur parce que eux ils font de l'oseille avec les battles, mais on a inspiré des petits entre guillemets et qui font des trucs formidables. Et moi je suis content d'avoir mis la pierre culturelle à l'édifice et sans qu'elle soit abîmée par tu vois ce que je veux dire, par l'oseille. Alors Benjamin, t'étais chaud, tu réagis, mais Ricky voulait parler, donc tu réagis et puis ensuite je voudrais qu'on avance dans cet aspect de globalisation de ce business, en tout cas peut-être d'une entente, d'assises, de vous asseoir tous entre vous danseurs et puis peut-être vous entendre sur une manière de bosser. Est-ce que c'est des choses qui sont possibles? Est-ce que c'est une culture qui le permet? Il faudrait aussi qu'on aborde ensuite ces questions. Mais je peux revenir, si je peux me permettre. Oui, avec un micro, c'est cool. Vas-y. Désolé. Hein. Non. Je veux juste, avant qu'on passe à un autre sujet, revenir un peu sur ce qui se disait. L'argent ne doit pas être un tabou parce que l'argent fait partie du monde dans lequel on vit. L'argent nous aide à faire des choses, à faire grandir les événements également, à propager aussi la culture. Donc ça ne doit pas être un tabou. Moi, je pense qu'il y a un problème de structuration pour revenir là-dessus. Et tout le monde ne peut pas être artiste en fait. Tout le monde ne doit pas être artiste. Donc, à un moment donné, il faut aussi aller chercher des compétences, aller chercher d'autres personnes qui vont, quelqu'un qui va s'occuper de la communication, qui va accepter que c'est son rôle
de s'occuper de la communication et ne va pas forcément être dans la lumière. Il faudra quelqu'un qui va s'occuper de l'aspect juridique. Par exemple, quand M6 t'approche, ok, c'est M6, ça fait peur. Mais peut-être que si tu bordes le truc contractuellement, parce que quand ils viennent te voir, c'est que tu as une force quelque part. Et ils veulent un peu de cette force-là. Mais tu es en position de force. Faut pas les voir gros et se dire, ah non, ils vont me manger. Non. Tu peux structurer ton événement de telle sorte que tu gardes la main. Certes, tu feras des concessions sûrement, mais tu gardes la main. En fait, il faut de tout, en fait, je pense, et il ne faut pas hésiter et avoir peur d'être accompagné et de s'entourer également. C'était la précision que je voulais apporter. Tout à l'heure, Benjamin, tu nous parlais de polémiques, de choses qui se sont... Tu voulais parler? Tu applaudissais avec Benjamin, tout à l'heure, tu nous parlais de polémiques, de mésententes, de choses qui ne vont pas dans le business. Ce que nous dit Freddy, c'est que il faut qu'il y ait il y a des artistes qui sont entrepreneurs, qui sont créateurs, qui n'ont pas peur de border les choses dans le business, etc. C'est cool, ce sont des artistes qui ont plusieurs facettes. Il y en a peut-être qui sont pas capables d'avoir cette carte business. Est-ce que tu penses que dans ce business-là, tout le monde va dans le même sens, ou il y a forcément, comme d'autres business, on va pas critiquer la culture hip-hop, mais il y a d'autres business, est-ce que les gens vont pas dans le même sens? Il y en a qui sont là vraiment que pour l'argent et qui vont délaisser le côté culturel, artistique et créatif. Et est-ce que c'est ça qui peut mettre parfois des bâtons dans les roues à l'expansion globale? Moi, je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. De toute façon, il y a les deux. Il y en a qui sont là que pour l'argent. Il y en a qui sont là que pour l'underground. Il y en a qui devraient faire un peu des deux. Voilà, pour pouvoir avancer, parce que le problème, c'est que, en réalité, s'il y a pas de fond, t'avances plus, hein. Si tu mets pas d'essence dans la voiture, t'avances pas. C'est exactement la même chose. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux. D'accord? Mais c'est important quand même qu'on n'accepte pas tout et n'importe quoi, qu'on se professionnalise tous un peu plus, qu'on s'entoure, comme il a dit, de bonnes personnes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les compétences, d'avoir des managers, d'avoir des gens qui s'occupent de notre com, d'avoir des gens qui nous entourent bien, qui nous épaulent bien. C'est super important. C'est coûteux. Plus que dans la musique, c'est coûteux. Dans la danse? Je pense que la danse, il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Dans la danse, on a un retard sur pas mal de choses. Il y a plein de, je vais rebondir sur mon livre. Il y a 50 ans d'histoire, il y a jamais eu une autobiographie sur un danseur de break. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que je l'ai fait. C'est parce que j'en avais pas vu. Et je me suis dit, moi, à la base, je me suis dit, mais pourquoi faire ça? Il doit y en avoir des dizaines. Et je vais me pencher sur le sujet. Je vais chercher. Et quand j'en ai pas trouvé, j'étais choqué. Donc je me dis, les mecs bloquent, alors que je connais plein de super danseurs de break qui pourraient faire des bouquins extraordinaires, que ce soit les Rocksteady Crew, que ce soit les premiers pionniers. Ils ont des histoires à raconter du Bronx jusqu'au JO. Jusqu'au JO, je veux dire, tu peux faire des milliers de choses. Donc les mecs sont bloqués. Soit ils sont mal entourés, soit ils sont trop justement vision underground et ils attendent que ça vienne à eux. Je sais pas, il doit y avoir un problème quelque part. Le souci, il est dans quelle timeline, dans quelle temporalité on parle. Là, ça nous paraît tellement évident de prononcer les mots de, je sais pas, community manager, etc. C'est tellement évident, mais quand tu remets les choses dans leur contexte, et surtout dans le contexte qui est du passage de la passion à la structuration, ce passage-là. L'époque joue. Voilà, c'est exactement. C'est ce truc-là, en fait, qu'on décrit et qu'on essaie de sortir de ça, de ça. Et c'est vrai que ça paraît, il y a tellement de choses qui paraissent évidentes, mais non, et c'est pour ça que j'ai parlé de structuration qui est globale, parce que quelqu'un qui vient d'arriver dans le milieu, il va vouloir se structurer, mais en réalité, s'il y a pas à la base, même si il y a un modèle existant, voilà, par exemple, peut-être parce que nous tous on s'est planté à un moment, donc c'est plus facile aujourd'hui de l'expliquer à la génération qui arrive. C'est ça. Exactement. Et générationnellement parlant, Jimmy, tu en parlais. Bambi, je vais te laisser juste parler. Jimmy, tu en parlais. Vous connaissez le conducteur, c'est pas possible, hein, parce que juste après ça, on va parler de la génération et comment votre époque a joué aussi dans votre développement et dans la vitesse ou pas de votre développement, justement. Donc, merci Ricky d'avoir un petit peu semé les miettes de ça. Bambi, je te laisse.
Juste, non, je voulais dire par rapport au business et par rapport aux danseurs, c'est comme si les talents, la culture, en fait, il n'y a pas de honte à avoir un deal avec des grandes marques ou des choses comme ça, à faire du business ou à faire que de la culture. Comme il a dit, il y a des trucs, c'est fait pour rester underground. Il y aura toujours ça. Il y a des gens, ils font de la guitare depuis des années chez eux et ça leur va très bien. Il y en a, ils ont besoin d'être sur scène. C'est juste des karmas différents, des parcours différents. Par contre, c'est vrai que je trouve ce qui manque dans notre culture, c'est une éducation autour du business et des choses comme ça. En fait, souvent, comme on est né avec une culture où souvent c'était le battle, on se regarde tous avec un esprit des fois de battle et même dans le business et on sent une espèce de concurrence ou de truc un peu tout le temps de la compétition. Et en fait, tu penses quoi? Je pense que le hip-hop, c'est une culture qui est afro-américaine. Donc afro, mais aussi américaine. Donc l'Amérique, c'est vraiment la culture de l'entrepreneuriat. Et quand ça arrive chez nous, on a romantisé ce truc-là. C'était une passion et on l'a romantisé à un point tel qu'il y a plein de choses qui se passaient de l'autre côté qu'on n'arrivait pas à décrypter. Voilà, il y a même, je vais te donner un exemple, il y a des bifs entre rappeurs qui sont juste des bifs commerciaux, quoi. C'est juste pour, et peut-être que de notre côté, on prenait ça super au sérieux. Et est-ce que pour toi, là, cette romantisation, du coup, elle freine le chemin? Bah, forcément, parce qu'on est aussi le chemin. On est tellement passionnés. Ouais. On vit dans une utopie. Voilà, on vit dans comment? On vit dans une utopie. C'est ça, et du coup, se faire un nom, toutes les petites guéguerres, ça devient un niveau, et normalement, ça peut prendre un certain degré, mais il y a toujours le point d'ancrage qui fait, attends, faut pas oublier qu'on en vit et qu'on peut aussi remplir notre frigo avec. Enfin, il y a toutes sortes de choses sur lesquelles on est en train de sortir maintenant. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup romantisé la chose puisque on avait besoin de cette imagerie, ça nous a sauvés quelque part aussi, hein, parce qu'on est, on fait partie d'un pays où on avait, vous l'avez dit, chacun en plus de chaque génération différente, où on avait du mal à trouver des exemples. Oui, c'est ça, exactement. En dehors du cadre familial, bien entendu, mais on avait du mal à trouver des exemples. Donc c'est normal aussi qu'on le romantise quelque part, alors que de l'autre côté, ils ont que ça. Ouais, et puis direct, ils savent qu'ils peuvent en faire un business ou etc. Alors que nous, c'est un peu plus. Ça me rappelle juste une anecdote que tu racontes. C'est quand mon cousin des États-Unis, il est venu de New York et il a vu que je prenais des cours de danse. Il s'est foutu de ma gueule pendant tout le séjour. Je disais, mais pourquoi tu prends des cours de danse? T'es noir. Pourquoi tu prends des cours de hip-hop? T'es noir. C'est à toi de donner les cours. C'est pas à toi d'en prendre. Okay. T'es hip-hop. Il comprenait pas qu'on puisse apprendre le hip-hop chez nous, en fait. Parce qu'en fait, on l'est. Dans sa mentalité à lui, en fait. Okay. Et c'est vrai, cette confrontation des fois, bah, c'est vrai que nous, des fois, on vit dans un truc vraiment utopique et dans un truc un peu même Zulu Nation, quoi. Vas-y, continue. Ouais, je voulais juste finir sur ton exemple. Ouais. Par exemple, toi, en fait, vu le business et la culture, c'est pas quelque chose qui s'oppose. Toi, t'avais l'impression que si tu travaillais avec Orange, t'avais cité ça, t'avais l'impression que t'allais vendre ton âme ou quelque chose comme ça, alors que si ton projet restait le même, en fait, c'est juste ton projet, la culture, elle aurait été diffusée à plus grande échelle. C'est-à-dire que toi, tu voyais que les gens dans ta salle. Avec Orange, tu aurais vu des gens dans la France. Alors peut-être ça t'intéresse pas, il y avait du business, mais tu peux le faire intelligemment en respectant la culture, en respectant ton projet, ton âme, ton truc, et en même temps en ayant de l'apport financier pour que tous les participants gagnent de l'argent et ça fait vivre tout le monde. Et au contraire, maintenant on arrive à des âges où il faut tous travailler avec, faut tous on a des enfants, des choses comme ça. Il y a une vision comme ça. Moi, tant que tout ce qui est dit, par exemple, quand Guyver parle du côté passionnel et qu'il a pas envie d'aller dans ce chemin-là, je comprends. Ce que tu viens de dire, je le comprends. Et en fait, finalement, la seule chose qui peut aider à trouver une réponse à ça, c'est la discussion, c'est ce que tu as évoqué, c'est-à-dire essayer de savoir ce que la personne qui vient te voir en te disant oui, j'ai de l'argent pour toi, qu'est-ce qu'elle compte en faire. En final, c'est surtout ça, c'est un peu du cas par cas selon qui vient te voir, qui tu es, etc. Donc c'est là que ça devient difficile et c'est pour ça que je prends un peu, c'est un peu démago en disant oui et non, parce que c'est pas si simple, quoi. Il y a juste un dernier détail. On avait 20 et quelques années. On était tout jeunes. C'était le début où il y avait, et aujourd'hui, j'ai 47 ans, 48 dans quelques mois. Tu vois, j'ai un enfant qui a 17 ans.
il commence à me dire, ouais, je vais faire la SAE. Donc aujourd'hui, si on m'appelle pour me dire, en fait, t'es gagné ton style orange, je lui dis, écoute, ouais, ça fait un chèque de temps. En tout cas, je verrai la chose différemment parce qu'aujourd'hui, je suis plus vieux. Et puis, parce qu'avant, il y avait vraiment que la passion qui comptait. Je vivais chez mes parents. J'étais le cul bordé de nouilles, comme on dit. Donc, mais aujourd'hui, je vois les choses différemment parce que on voit bien que l'oseille peut mettre un rempart en fait autour de notre culture et pas comme c'était fait avant parce que avant c'était un petit peu les gens se servaient comme ils voulaient. Maintenant on a tous grandi. Maintenant nos grands qui ont des cheveux blancs, qui sont même grands-parents, ils ont des business autour de la musique, autour de la danse, autour du spectacle, du hip-hop, de la culture, et qu'on peut s'en référer maintenant à eux. Et maintenant que je vois que aujourd'hui on est bien entouré, on peut même s'échanger des numéros de téléphone et puis commencer à faire du business ensemble. Donc c'est bien. Moi je suis content d'être encore vivant en 2024 et avec mon passé culturel et mon bagage culturel, parce qu'on peut faire des choses encore mieux qu'avant, et le fait d'avoir préservé la culture il y a 20 ans permet aujourd'hui d'être très fort aujourd'hui et d'être les plus forts en fait. Alors, avant de s'interroger sur comment travailler avec ces institutions et comment travailler de faire générer du business, Jimmy, toi, l'aspect générationnel, pour toi, il compte? Est-ce que pour toi, ça va plus vite parce que tu es plus jeune? Parce que les outils sont différents? Est-ce que c'est une réalité? Ouais, c'est totalement une réalité, ouais. C'est une réalité. Nous, en tout cas, les gens de ma génération et ceux d'après, ils ont pas la même mentalité aussi et pas aussi les mêmes craintes. C'est-à-dire que nous, on a vu les gens au-dessus de nous. On a vu certaines personnes ont arrêté la danse dû à ces questions-là. En mode, j'ai pas envie de devenir comme ça. Et d'autres se sont dit, je vais trouver une solution. Et les réseaux sociaux, ça a aidé. Totalement. Ah oui. Il y a un membre de mon groupe, il a une école de danse en ligne. Il est chez lui, il fait des vidéos et il a une économie très bien. Il a des subscribers. Il y a des gens qui s'abonnent tous les mois. Ça marche très bien. Alors, très bien. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que avec du recul, avec la nouvelle génération, les nouveaux outils, etc. et tout, aujourd'hui, tu peux apprendre tout par YouTube. Et à chaque fois, même mes potes, on dit YouTube Université. Donc, je sais, tu vas être pas d'accord. Non, je suis d'accord. Mais en vrai, tu peux apprendre plein de choses. Tu vois, il y a des nuances, mais tu peux apprendre plein de choses. Et si tu peux aller plus loin, tu peux monter des choses pas mal, quoi. Ça permet d'accélérer par rapport Totalement. à des époques. Est-ce que Jimmy, on sent vraiment que oui, pour lui, et j'imagine que vous allez être d'accord avec ça, on va moins vite. On va plus vite aujourd'hui, pardon. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est monter son agence, monter son école, avoir son entreprise versus travailler avec les institutions en place qui vont peut-être nous financer et nous donner de l'argent? Tu peux faire les deux. Bah oui. Alors, donc comment aller vers ça? Comment structurer? Comment globaliser tout ça? Et comment faire en sorte qu'il y ait un business global qui existe? Et qui serve à tout le monde, aux plus jeunes, aux plus anciens, à ceux qui en ont besoin, comme le cinéma a réussi à le faire. Tout dépend, je pense, de ton stade de développement, de maturité aussi, où est-ce que tu en es dans ton projet. Maintenant, tu peux effectivement bosser avec des institutionnels. Par exemple, le modèle de Believe chez qui je travaille, c'est un modèle fait pour les indépendants. Où donc ça suppose d'être structuré, mais on accompagne les artistes du stade embryonnaire à la grande carrière internationale. Et en fait, l'idée et ce qui est important, c'est de pouvoir en fait aller chercher encore une fois les compétences et les gens qui vont t'aider à pouvoir passer et à franchir les paliers à chaque fois que tu en as besoin. Mais très souvent, ce que je remarque, en tout cas, les plus belles aventures et celles qui durent le plus longtemps, c'est celles qui, dès le départ, en fait, il y a un noyau qui s'est constitué, il y a une structure qui s'est constituée, il y a une équipe qui s'est constituée. C'est-à-dire que on réussit rarement tout seul. On va peut-être très vite seul, mais la réussite au sens où on est installé, on va loin, ça ne se fait jamais seul. Donc, c'est important souvent même quand c'est au stade de l'amusement, de la passion, toi tu aimes bien ça dans l'équipe, toi tu aimes bien filmer, c'est toi qui vas filmer. Toi tu es plutôt dans tout ce qui est paperasse, etc. C'est toi qui vas t'occuper de la partie contractuelle. Toi tu es bien dans les chiffres, les calculs. Toi, en fait,
Mais se donner des chances de réussir, Exactement. exiger de l'autre, Exactement. être moins indulgent avec la manière dont l'autre travaille, même s'il a pas son revenu tout de suite. S'il veut qu'on avance, est-ce que le sérieux compte pas là-dedans? Est-ce que Bien sûr, l'éducation, qu'elle bien soit sûr. financière, la créativité, ça fait partie de vous, mais qu'elle soit financière, communication, monter un business financière, est-ce que tout ça, c'est pas des choses quand même qui sont primordiales pour que ça fonctionne aussi? Ouais, c'est sûr que c'est primordial. Le truc qu'il faut réussir à se dire, c'est que on a un métier où on peut être des slashers, il y a pas de problème, mais que tu peux pas tout faire. Voilà, tu peux pas tout faire. Et à un moment, il y a forcément quelqu'un qui, dans ce domaine-là, est plus comment dire, est plus effectif que toi, quoi. Bien sûr. C'est ce qui fait. Donc, c'est aussi ça. Il y a un petit paradoxe par rapport à l'époque à laquelle on vit, c'est que, je sais pas, tout le monde a accès maintenant à un boîtier d'appareil photo. Chose qui était complètement inconcevable. Bien sûr. Donc, tout le monde peut s'improviser, faire des photos qui va penser qu'elles sont pas mal. Pareil pour une caméra, pareil. Voilà. Tout le monde peut créer du contenu. Moi, je crée du contenu. Tout le monde, on se crée tous du contenu sur nos réseaux. Voilà. Voilà. Donc voilà. À partir de quel moment il faut se dire, non, bah là, je vais quand même arrêter de passer le temps où je pourrais être moi en train de créer, à créer voilà du contenu média. Bah peut-être qu'il faut que je le file à quelqu'un d'autre. Ou peut-être le temps que je passe à essayer de me dépatouiller dans certaines choses qui sont administratives, bah, si je veux monter d'un niveau, il faut peut-être trouver quelqu'un pour le faire pour moi. Trouver quelqu'un, s'entourer, etc. On met des mots dessus, mais est-ce qu'on se sélectionne les uns les autres? Est-ce qu'on s'exige d'être bon là-dedans parce qu'on n'a pas le choix? Est-ce qu'on y met une rigueur incroyable, comme quand on va dans une boîte qui va nous exploiter, entre guillemets, qui va être très exigeante avec nous pour nous donner peut-être 900, peut-être 1000 euros. Est-ce qu'on a cette exigence dans le hip-hop, dans la danse, la musique et tous nos métiers? On va essayer de répondre rapidement parce qu'après je vais parler. Juste un truc, on aimerait l'avoir. Ouais. Après, des fois, il y a une espèce de petit cercle. Tiens. J'ai besoin de quelqu'un dans ce domaine, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Tiens, je vais prendre quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme. Bon, elle va se former par rapport au projet qu'on a ensemble. Donc, il y a exigence. Ça veut dire que peut-être que si tu prends quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup d'expérience, à ce moment-là, il faut en être conscient et avoir un échéancier et se dire, en fait, on va monter ensemble. Voilà. Sinon, il faut tout de suite mettre les moyens et prendre quelqu'un qui a déjà de la bouteille dans ça, mais il faudra pouvoir y mettre le prix. Donc encore une fois, il y a toujours des choses, c'est des choix. Mais t'as quand même plus d'options qu'avant aujourd'hui quand même. Bah oui, les réseaux, c'est sûr. Tous les mecs qui sont caméramans, tous les mecs qui sont beatmakers, il y a partout, tu peux faire plein de choses aujourd'hui. Voilà, ça revient à ce que j'ai dit, il a mis des guillemets, quoi. Très bonne punchline. Ouais, non, mais c'est totalement ça, parce que je me suis retrouvé dans cette situation-là, parce que je suis danseur et en même temps j'ai un média et je fais de l'événementiel, et je faisais tout seul. Et à un moment j'ai grillé, quoi. Et oui. Bah oui, normal. À un moment j'ai grillé, je pouvais plus faire. Enfin, à un moment, il y avait trop de choses à faire, ma boîte mail elle était débordée. Et tu envoies une image. Et j'envoie une image pas professionnelle, etc. et tout. Et après, j'ai compris que des fois, c'est pas parce que tu fais un projet et t'as de l'argent que tu peux avoir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu peux partager ton projet et surtout ce qui est dur pour les gens qui sont autodidactes, parce que dans l'hip-hop il y a beaucoup d'autodidactes aussi, c'est de déléguer. Oui. Et ça, c'est un défaut. Ça, c'est super dur de déléguer. Ce qu'on n'en parle pas souvent, c'est que tu fais tellement bien toi ce que tu fais que t'as l'impression que t'es capable de tout faire. Donc t'as du mal à déléguer. Donc ce truc de déléguer, c'est aussi une partie de toi de dire, dans mon business, je te donne une partie et je te fais confiance. Et ce truc-là, et aussi, pour revenir à ce qu'il disait, le fait de pas demander, d'être pas exigeant, c'est aussi dû aussi à notre éducation, le fait de pas vouloir déranger dans ce pays. Et de pas déranger l'autre à dire, je vais te faire chier parce que j'ai envie que tu aies mon résultat. Bien sûr. Et tout ça mélangé. Une mentalité peut-être différente avec les États-Unis ou d'autres. Et tout ça mélangé parce que les États-Unis c'est une entreprise, le pays c'est une entreprise. Donc tout ça mélangé, nous on a un autre rapport. Alors je voulais rebondir sur le romantisme qu'on disait tout à l'heure, puisque c'est un outil de paix le hip-hop à la base. Hein. Les médias ont aussi une responsabilité là-dedans sur comment ils en parlent, sur ce qu'ils décident de mettre en avant ou pas de cette culture. L'enjeu
c'est tout ce qu'il permet culturellement quand même. Ça permet de construire des esprits, d'être dans une démarche, cette démarche de paix à la base. Faut qu'on arrive à le valoriser. Et c'est le premier mot, peace, love, unity and having fun. Des valeurs originelles du hip-hop. Et vous, toi, c'est quoi ta conception de ça, ta construction, ton rôle dans la construction des esprits? Et ensuite, on va terminer, on va faire très vite, je suis désolé parce que je pense qu'on est un peu en retard, et on va faire un question-réponse avec le public. Donc préparez vos questions, vos punchlines, rappelez-vous de ce que vous aviez dit, ah, il faut que je dise ça, et ensuite on va pouvoir échanger. En fait, les valeurs peace, love, having fun and unity, on les a tous défendues à la base parce qu'on avait que ça. Ouais. Après, comme les créateurs du hip-hop et la base des gens qui ont créé et produit le hip-hop pour que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, c'est pas eux qui ont eu la main mise sur comment on développe financièrement, comment on développe dans les médias le hip-hop, et donc quelque part ça nous appartenait plus. Bref, ça on sait. Aujourd'hui, ça se vérifie encore par un truc, moi, qui m'a exaspéré tout 2023. Pour moi, c'est quasiment la pire année de ma vie dans le hip-hop. Les 50 ans du hip-hop, tout le monde fait, c'est les 50 ans du hip-hop, machin. Quels 50 ans du hip-hop? Quelle célébration? On célèbre, c'était la fête des maisons de disques. C'était la fête des maisons de disques. Quel graffeur on a mis en avant? Quel danseur on a mis en avant? Pour dire, ouais, effectivement, il y a Popin Taco, il a fait ça. Ouais, pour le hip-hop, il y a Mam en tant que graffeur, il a fait ça, ou bien X ou Y, quel beatboxer, quel DJ. En fait, cette culture-là, pour moi, je suis un extrémiste, je suis un nazi du hip-hop. Allez, Bayo. Si on ne fait pas ce qu'on a fait avec Dégaine ton style, avec mon équipe, en fait, on va perdre tout dans le hip-hop. S'il y a pas des gardiens, comme il y a des gardiens pour la musique classique en France, tu vois, aujourd'hui ils jouent Beethoven, oublie une note, on te saute dessus. Il faut qu'il y ait des gardiens comme ça. Il y a des danseurs extraordinaires que j'ai vus en battle, en soirée, là machin, même parmi nous là. Ils ont cette capacité d'être les gardiens, genre comme les gardiens de la galaxie. Genre si tu touches à mon six-step, on te défonce. Il faut qu'on ait des gardiens comme ça parce que notre hip-hop, il se perd de plus en plus. Quand tu regardes dans les publicités, tu regardes au cinéma, le machin, même comment ils dénigrent la culture, la manière dont ils font parler les gens, dont ils font, il y a quasiment plus rien qui va. Maintenant, tu mets, à partir du moment où il y a quelqu'un qui met un breakbeat, un truc dans une publicité, ou bien dans sa musique, on va dire ouais, c'est du rap, yo-yo. Quand t'écoutes, je suis désolé, hein, quand t'écoutes même la plupart de la variété française, maintenant tout le monde chante des mélodies, mais comme ils ont dit bendo et wesh 2 fois dans le truc, on dit ouais, c'est du rap, c'est du hip-hop. Il faut qu'il y ait des gardiens. Les gardiens, s'il vous plaît, réveillez-vous, prenez vos armes et allez au combat. Et est-ce que pour vous, Je suis pas d'accord. est-ce que pour vous, du coup, il manque aussi peut-être des structures d'archives ou la mémoire des événements, comme toi tu fais régulièrement, la mémoire des événements, un spot comme ici. Bah ça c'est à nous de bouger. Voilà, ça, grâce à des gens comme c'est à nous, François Gauthier. c'est à la génération d'avant de transmettre à la génération Voilà, d'après. Mais d'archiver, tu peux pas de en vouloir. transmettre, Voilà, mais tu peux pas en vouloir que les choses aujourd'hui c'est devenu très commercial. Un battle aujourd'hui, les gens vont avec leurs enfants, les parents, c'est plus street comme avant. C'est pour ça que les 50 ans un peu ça s'aplanit un petit peu. C'est moins hip hop, moins peace, love and unity. C'est moins parce que c'est familial aujourd'hui. Moi je vois dans des battles aujourd'hui, tu peux plus dire. J'ai connu des speakers qui faisaient partir le battle en cacahuète avec des gros mots, des machins au micro. Aujourd'hui, tu peux plus. Aujourd'hui, il y a le maire dans le battle. Il y a l'adjoint au maire. Tu peux plus faire tout ça. Le hip-hop, c'est devenu vraiment commercial à la mort. C'est comme ça. C'est triste. C'est comme ça. Il y a son mot à dire dans bien sûr, commercial. Bien sûr. Mais c'est comme ça. Commercial, non, mais il y a la. Tous les rappeurs font un titre pour que les parents et les enfants puissent chanter dessus aujourd'hui. Il y a plus personne qui fait un album pur hip-hop et qui vend des disques. Vas-y, Jimmy. Le hip-hop, c'est un vulgaire. Bien sûr. Il faut bien sûr. Bien sûr. Ah, complètement. Non, mais en vrai, pour moi, il y a... Je suis pas d'accord, putain, merde. C'est pour ça, hein. Je suis pas d'accord. Non, parce qu'en vrai, ce qui fait que le hip-hop, il existe encore et qu'on fête les 50 ans, c'est que ça évolue. Bien sûr. Ça veut dire que sans les gardiens, moi, je suis d'accord avec toi, il faut qu'il y ait des gardiens, mais il faut qu'il y ait aussi des gens qui aillent à l'encontre. Qui innovent. Parce que, ouais, mais tu vois,
par exemple, il y a des gens qui ont été à l'encontre et qui ont changé la culture musicale, mais quand ils ont fait, on a dit que c'était n'importe quoi. Est-ce qu'on devrait aller à l'encontre du break au JO, par exemple? Ouais, je sais pas, il y en a qui vont aller à l'encontre, il y en a qui vont aller pour. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que cette culture, et pour moi, en tout cas, j'ai pas envie de dire parce qu'après, on va me dire, Jimmy, tu dis non. Pour moi, cette culture, elle évolue avec la société dans laquelle elle est. Et en vrai, la société, on peut pas aller à l'encontre de ça. Comment c'était en 83, comment c'était en 73, ça va pas être la même chose que c'est en 2023, en 2024. Mais elle a quand même le droit d'être inspirante par des gardiens. Totalement. Mais ce que je veux dire par là, il faut que les gardiens existent, il faut que les gens qui sont, il faut que les jeunes aussi existent. Le truc qu'il y a, c'est qu'on peut pas dire ce que je veux pas, moi, en tout cas, c'est mon avis. Ce que je veux pas, c'est que les gardiens, c'est ça, le hip-hop. Les jeunes, c'est pas du hip-hop. Parce que les jeunes, ce qui va se passer, c'est que les jeunes vont faire autre chose et l'hip-hop va mourir. C'est comme le classique, on va rester sur nos Run DMC. Ou ils vont plus respecter leurs anciens. Ouais, exactement. Parce qu'en vrai, même nous, peut-être qu'on n'aura pas fait du hip-hop si c'était sinon, on aurait fait du compas. Ouais. On peut mélanger. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que rarement tu fais ce que fait tes parents. T'as envie d'être toi. Et nous qui avons été nous-mêmes, pour pas empêcher les jeunes d'aujourd'hui d'être eux-mêmes. Très bien. Bon. C'est juste ça que je veux dire. Ça apporte on va vraiment aller vers la fin. Donc, je vous donne très court tous les deux. Et après, peut-être Bambi, mais très court. Et ensuite, on va donner la parole au... Non, moi, je voulais rebondir quand il a parlé des 50 ans. Il y a un truc qui m'a marqué. Moi, ma femme, elle était à New York cet été. Et la manière dont elle a vécu les 50 ans du hip-hop là-bas et ici, ça n'a rien à voir. Il y avait des vraies célébrations. Et c'est vrai que ce pays a toujours été présenté comme un pays hip-hop. Et finalement, moi, il y a des fois où d'un point de vue underground, oui, mais il n'y a pas eu de vraie célébration pour moi dans ce pays par rapport aux 50 ans du hip-hop. Et quand je dis des vraies célébrations, c'est-à-dire que là où elle était à New York, il y avait des célébrations qui étaient underground et il y avait des célébrations qui étaient vraiment grand public, mais vraiment. Et ici, je l'ai pas senti. Je sais qu'il y en a eu des célébrations, mais on l'a pas senti. On l'a pas senti dans l'air comme tu pouvais le sentir dans l'air là-bas. Donc, non, c'est pas. C'est culturel quand même. C'est culturel. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ce que je veux avancer. Donc du coup, il faut vraiment qu'on fasse gaffe, qu'on fasse la différence. Notamment dans le dialogue avec les institutions entre ce qu'est la culture et ce qu'est la politique culturelle. On a la culture. Est-ce que d'un point de vue politique culturel, non, c'est pas de question de niveau, mais quelle place on a dans cette politique culturelle? Parce qu'on a tendance à confondre ces deux notions. Et il faut pas les confondre et c'est peut-être un point de départ pour nous. De travail. Bambi, toi, sur l'écriture de cette inscription d'une institution qui participerait à écrire cette histoire, à archiver tout ça, à être un peu les gardiens du temple, qu'est-ce que toi ça t'inspire? Non, moi je me dis il y a des références en fait, c'est une histoire en fait, donc les personnages évoluent, donc ça part d'un point A et ça ira jusqu'à l'infini. Pour moi, je me dis les gardiens, c'est bien, c'est juste une histoire, c'est bien de raconter les histoires de tout le monde. Il y a plein de gens qui sont importants en France, des danseurs en France qui sont très importants et très influents dans le monde. Et ça en fait, ce que j'aime bien, c'est que moi des fois je regarde des gens, je me dis putain, lui là, tout le monde le croise dans le métro, mais personne sait que c'est une star. La célébration, voilà. Il manque un Hall of Fame. Voilà, c'est ça. Et après, pour ce qui est les nouvelles générations et la danse, en fait, il faut jamais arrêter la danse parce que la danse hip-hop n'a fait qu'évoluer, en fait. Il y a toujours des nouveaux pas, alors que la danse classique, on peut faire une chorégraphie en restant assis. On lui dit entre chats, tac, tac, tous les pas sont codés. Donc, en fait, c'est une danse morte, en fait, puisque tous les pas existent et on peut, voilà, et il y a les noms. Donc, assis, comme ça, on peut faire une chorégraphie. Le hip-hop, non, en fait, ça évolue toujours. Une nouvelle façon de faire ce step et ce step et ce step. Et donc, pour ça, c'est pour ça que c'est numéro 1 partout aujourd'hui, quoi. On va essayer de rebondir avec... Désolé, je voulais juste mettre l'accent sur un point super important. C'est le partage, en fait. Le partage, il est très, très, très important. Il faut les gardiens, il faut les gens, le vieux débat, c'est du commercial, etc. Oui, ok, mais il faut en fait partager, échanger. C'est super important à mon sens.
je prends un exemple. On parle de hip-hop, mais dans le hip-hop, il y a le rap, les rappeurs d'un côté, il y a les danseurs d'un côté, il y a les breakers d'un côté, il y a les graffeurs d'un côté. À un moment donné, il faut créer des synergies. Il y a des choses, par exemple, dans la danse qui existent. Il y a un foisonnement en termes d'événements dans la danse qu'il n'y a pas, par exemple, dans la musique. Ce serait bien aussi quelque part que des stars de la danse puissent être potes avec des stars de la musique, du rap, et que dans les clips ou dans les battles, bref, en fait, il faut échanger, partager. Je vais te dire pourquoi j'ai le tic sur ce que tu viens de dire. Je t'en prie, vas-y. Parce que il y a un vrai problème, parce que beaucoup dans le milieu de la musique, de rappeurs, quand ils vont proposer à des danseurs de danser pour eux, ils vont pas leur proposer ce qu'ils méritent en termes de cachet. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça, et donc voilà, il y a des choses Pour qu'on s'entende. pour qu'on s'entende, il y a des choses Je considère déjà. voilà, c'est ça, c'est un peu là c'est de l'intérieur. Après voilà, c'est une relation qui doit se développer, hein. Bien sûr. Elle doit effectivement se développer, mais je te rassure, c'est pas un problème qui est propre aux rappeurs versus les danseurs. Ça peut être même les beatmakers ont ce problème-là, les caméramans ont ce problème-là. On peut pas payer les beatmakers, Hein? je te dis. Les beatmakers, Tu vois, voilà. ouais, Voilà. Dans l'ombre, et justement, ils sont Voilà. pas considérés. C'est Mais ça qui est dramatique. Mais quoi qu'il en soit, il faut partager, il faut créer la relation. C'est super important, en fait. Il faut la créer, cette relation-là. Juste pour dire, juste un dernier mot, entre la nouvelle génération, elle existe de plus en plus. Il y a des rappeurs qui suivent des danseurs et des danseurs qui suivent des rappeurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un vrai ça a beaucoup changé par rapport à nous, ma génération, par exemple. Aujourd'hui, il y a des rappeurs comme Guy de Besbar ou Do. C'est vrai qu'ils suivent des danseurs et il y a des échanges entre eux, vraiment. Ce qu'il n'y avait pas avant. C'est bon pour moi. Salut, on va passer à la partie interactive. Voilà, des mains vont se lever, un micro va passer. Vous allez pouvoir échanger, poser vos questions. Peut-être si vous donnez un avis, qu'il soit court. Ouais, je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous dites là maintenant. Tu te présentes. Moi, c'est Emric. Ok. Emric Gène, duo des Gamals avec mon frère jumeau, danseur hip-hop, freestyler et chorégraphe. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est rebondir par rapport à ce que vous disiez, par rapport au fait vous dites entre rappeurs, entre danseurs, entre trucs. Moi, je pense qu'en France, c'est déjà entre nous, il y a un petit problème, parce que même entre danseurs, on a un petit problème. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à parler, justement, vous disiez, d'argent et de business entre nous, et de reconnaissance déjà entre nous. Moi, je pense, hein. Parce que quand je pars à l'étranger, notamment à New York, je trouve que là-bas, entre eux, tout le monde est mélangé. Peu importe le niveau, peu importe la génération, peu importe, tout le monde est mélangé. Pourquoi? Parce que je trouve que le rapport qu'ils ont à l'étranger avec la culture, elle évolue et elle n'appartient pas à quelqu'un. Elle n'appartient pas à une personne, à une génération, à un truc. Alors que en France ou voilà ici, moi je trouve qu'on a ce petit truc où ça m'appartient ou c'est moi qui a fait ça. J'ai pas envie de le mélanger, j'ai pas envie de le faire grandir. Et c'est pour ça que justement pour rebondir à ce que vous disiez, à ce que tu disais toi, moi je trouve qu'on oublie en France que déjà la culture c'est pas une culture qui nous appartient et que surtout que quand on dit culture et surtout créativité artistique, faut pas oublier que c'est de l'art, c'est-à-dire que ça évolue, ça grandit et ça s'influence. À partir du moment où moi je pense qu'on diffuse quelque chose, faut pas s'étonner que quelqu'un le mette à sa sauce, à mon avis. Faut pas s'étonner à ce que, entre guillemets, qu'on puisse se faire pomper ou je sais pas quoi, parce que justement on le diffuse. Si t'as pas envie que moi je pense que si t'as pas envie que qu'on change ton truc, moi je pense que déjà faut pas le diffuser, de mon point de vue. Mais souvent moi je pense qu'on oublie des fois qu'on est juste des humains qui à l'âme artistique, qu'on est passionné et qu'on cherche juste à évoluer, parce que si je travaille autant, si vous avez travaillé autant à faire des Thomas ou des trucs comme ça, c'est parce que vous vouliez évoluer et par la suite donner votre truc. Par exemple, Benji, toi, t'as changé un peu le délire de la danse break. C'est parce que t'as été dans l'évolution. On t'a aiguillé sous des trucs. Tu vois? Ce que tu dis, c'est beaucoup les Américains qui m'ont aidé, c'est vrai. Ben voilà, parce que justement, nous, je trouve que j'ai été beaucoup plus respecté aux États-Unis qu'en France, et c'est quand je suis revenu des États-Unis que j'ai été considéré en France. Parce qu'on était
une génération un petit peu de lèche-cul et voilà. Quand Voilà. les Américains parlaient, on les voyait avec des grands yeux. Donc C'est pour ça que moi, je me dis que c'est peut-être entre nous déjà le petit problème. C'est peut-être entre nous, entre danseurs, entre musiciens en France ici. Ce que tu viens d'évoquer, c'est des discussions qu'on a constamment depuis tout le temps. Ouais, voilà, il y a peut-être un peu trop. On n'arrive pas peut-être à trouver la limite en termes de concurrence entre nous en France, dans la manière dont on vit les choses. Et en même temps, on est toujours là. Et en même temps, c'est en France que cette espèce d'économie parallèle s'est développée. En même temps, c'est en France qu'il y a peut-être dans le ratio le plus grand nombre de danseurs. Donc voilà, et de battle. Donc en même temps, il y a du vrai dans ce que tu dis, mais le constat, pour moi, il est quand même un peu moins sévère que ce que tu dis, parce que sinon, on serait pas là en train de discuter, et puis on pourrait pas faire le bilan que je viens de faire par rapport à voilà, au milieu français en termes de danse, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de des choses à corriger, mais je serais pas aussi pessimiste que toi. Une autre question. Excuse-moi, tu fais quoi comme danse exactement? Moi, je suis danseur hip-hop debout. D'accord. Non, parce que j'allais dire dans le debout, il y a un peu plus de partage avec les anciens que dans le break, par exemple. Dans le break, nos anciens partageaient beaucoup moins. Oui et non, je dirais. Hein. Ah ouais? Ouais, je dirais oui et non. également. Ben, frère, voilà. Loïc, du coup, moi, pour mon coup. Du coup, moi, je vais un peu sortir enfin pas du sujet vraiment, mais je vais plus rentrer dans le milieu battle et la vision du passé et du futur. Et je vais te poser la question à toi, Benji. Je sais que tu as beaucoup fait des battles de la street, tout ça. Mm-hmm. Et il me semble qu'à un certain moment, tu as moins fait de battle ou même tu t'es retiré des battles. Complètement. Ma question, c'est pourquoi tu t'es retiré? Et ensuite, j'ai une deuxième question, c'est pourquoi tu es revenu après dans le milieu battle en voulant défier du coup Lilou. Et après, t'es revenu, c'était comme un comeback en disant je suis de retour. Voilà. Il y avait une raison simple déjà, il y avait une raison financière. Quand j'ai commencé un petit peu à toucher le fond financièrement parlant, j'ai compris qu'il fallait que j'aille travailler. Et le souci, c'est que j'arrivais pas à allier le travail et la danse à un haut niveau. La danse à un haut niveau, ça me prenait beaucoup de temps. Et de travailler en même temps, j'avais du mal. Donc, comme je suis un mec qui a un problème avec l'ego, je voulais pas être devenu beaucoup moins bon aux yeux des gens et être mauvais. Donc, j'avais voulu m'arrêter complètement. Et financièrement parlant, je me suis installé après comme il fallait parce que j'aime beaucoup le business et j'ai beaucoup d'entreprises. Et une fois que je me suis installé confortablement, je me suis dit alors il est temps de revenir. Alors au début, je suis revenu plus pour moi, pour le chiller, mais comme tu vois, c'est une culture de fight, surtout le break. Il y a beaucoup de phrases confusées à droite à gauche. Il est revenu, il va défier lui, il va défier ci, il va défier ça. Et en fait, ça m'était même pas venu à l'esprit au début. Je voulais que revenir pour moi. Mais comme il y a eu beaucoup de on-dit, j'ai pris mon ego comme avant, comme au début, et j'ai dit alors je vais repartir et je vais repartir à la guerre. Et j'ai fait la guerre à Red Bull, j'ai fait la guerre à Lilou, j'ai fait la guerre à plein de gens. Et j'ai défendu ce que je défendais toujours, ce que je faisais, mon style, mon écriture. Et voilà, c'est comme ça. Du coup, quand tu vas revenir au sujet du coup, ce que tu dis, ça va revenir un peu sur le sujet de l'argent, ce qui veut dire que tu as arrêté du coup pendant un certain temps la danse parce que tu n'avais pas l'argent qu'il fallait pour continuer. Oui, parce que moi j'étais mauvais aussi. J'avais pas leur capacité qu'ils ont cette génération d'après moi de monter des structures. J'avais pas ce truc-là. J'avais pas réussi moi. J'ai pas trouvé de ma génération à moi. On n'avait pas l'Instagram, on n'avait pas tous ces trucs-là. Donc on n'avait pas ce rebondissement que tu peux avoir très rapidement. Aujourd'hui, je connais des mecs qui ont, excuse-moi, très peu de talent. Et qui avec une vidéo arrive à traverser le monde entier et arriver sur des plateaux qui me choquent. Des fois, je me dis, mais il est extraordinaire, lui. Avec un moonwalk à Michael Jackson, il fait le tour de la planète. Mais il me choque, en fait. Tu vois, je vais être cru. Je vais être cru, mais il me choque. Bah, vous savez qui c'est? Je peux te dire non, comment il s'appelle déjà? Bah, par exemple, Salif. Je vais être, combien il y a de sosies à Las Vegas de Michael Jackson? 4000 sur la même rue? Comment lui, parce qu'il a fait un moonwalk à Châtelet, c'est devenu une star internationale, elle a fait tous les plateaux du monde et on m'en parle comme si c'était un génie. C'est moi, ça me choque. Alors que moi, je viens d'une génération où tu volais un mouvement à quelqu'un, c'était compliqué. Alors de voyager grâce à un moonwalk à un autre mec, ça me choque. Moi, ça me choque. Moi, c'est Mana de Trust Mag.
Tout à l'heure, on a parlé de la perdition du hip-hop, qu'il fallait des gardiens. Mais moi, j'ai une question simple. Comment préserver la culture hip-hop en France, du coup? Comme c'est moi qui ai lancé, le truc. Ben, tu vois, Benji, ce qu'il fait, il écrit un bouquin. Benji, il écrit un bouquin. Il y a des gens qui font des documentaires. Il y a Evelyne Ruot qui a fait le documentaire qui est avec Fix sur Dégaine ton style. Ça, c'est figé, ça nous appartient plus. L'histoire, elle est ancrée quelque part. Et quand tout à l'heure, pour remettre les choses en place, quand je dis gardien, c'est pas genre gardien, on garde ça, nous regarder ça comme Mako. C'est en fait l'histoire, c'est l'histoire, les gardiens de l'histoire. Évidemment, le hip-hop, il doit évoluer. Tu sais, il y a quelques années, j'aurais jamais mis un pantalon comme ça. Moi, c'était des baggy, quoi qu'il arrive. Les choses évoluent. Mon fils, il a 17 ans, il fait de la musique, il fait de la trappe. Il m'a fait découvrir la trappe. Donc les choses évoluent. Il faut qu'elles évoluent. Si on n'évolue pas, la vie est dans le mouvement est dans la vie. Donc si on n'évolue pas, on meurt. Le hip-hop est la seule culture qui se nourrit de toutes les autres cultures. Les gardiens, c'est des gardiens historiques. Il nous faut des gens qui écrivent l'histoire dans des documentaires, dans des bouquins, qui le gravent sur des murs. Je m'en fous, mais il faut le graver, en fait. Moi, l'impression que j'ai, surtout quand on parle de ces cultures, de ces arts, voilà, afro-descendants et notamment qui ont envahi vraiment qui sont devenus globales. Par exemple, je vais donner l'exemple facile du jazz. Tous les quatre matins, on dit que le jazz est mort alors qu'il est toujours là. Là, on vit dans une période où il est tellement vivace. Il y a toute une nouvelle génération de musiciens. Et je pense que pour le hip-hop, ça va être pareil. Et je pense que ces questionnements qu'on a, c'est toujours d'un point de vue très médiatique ou en termes de voilà. On réfléchit toujours comme ça. On a peur que le hip-hop meure, mais en fait, on pense de manière globale. Mais en vrai, je pense qu'il faut pas. D'un point de vue passionnel et artistique, je pense pas que ça va disparaître. Si le jazz n'a pas disparu, le hip-hop c'est trop fort, ça va pas disparaître. Donc je pense que la discussion souvent, elle se situe d'un point de vue très large. Voilà, en France, est-ce que ça va disparaître? Ben peut-être qu'un jour on verra plus de hip-hop à la télé, on va s'en plaindre, mais ce sera toujours là. Ouais, bonjour à tous. Merci en tout cas pour cet événement. C'est franchement bravo à tous là. Moi c'est Jives, donc dans la musique, dans la production depuis plus de les années 90, je compte même plus. Pareil, amoureux du hip-hop, amoureux de la danse mes premiers instants, sauf que bon, pas assez de talent, hein. Donc c'est pour ça que je respecte beaucoup tout cela par rapport à votre parcours. Et moi ça m'a toujours chagriné parce que justement moi je suis rentré par le hip-hop, par la danse. Après après j'ai été très tôt aux États-Unis, donc les rappeurs ça m'a frappé tout de suite, donc je suis arrivé par là. Après management de rappeurs, des choses comme ça. Mais j'ai toujours été subjugué par les danseurs quoi. Et c'est vrai que cette cassure qu'il y a eu, puisque je suis dans la prod depuis très longtemps, et le fait de pas avoir cette connexion danseur rappeur, ça m'a toujours chagriné. Tout à l'heure on a parlé d'évolution, de structuration. Moi je suis dedans puisque c'est aussi mon boulot. Je fais à peu près ce que fait Freddy. J'aide beaucoup les structures à se monter et surtout sur le plan juridique. La question est en fait, parce que tout à l'heure tu parlais de un terme, politique culturelle. Et ma question pour les danseurs justement, est-ce que vous avez assez conscience de ça? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de passion, parce que c'est ce qui nous a drivé tous en fait et qui nous a amenés jusque là. Mais est-ce que avec tous les voyages que vous avez faits et les différentes rencontres à l'étranger, en revenant en France, est-ce que vous avez assez conscience en fait de la politique culturelle française? Ça veut dire que qui est complètement qui nous concerne pas du tout. C'est-à-dire que depuis en fait, nous on se bat contre tout, on se bat contre tout ça en fait. Donc on est là en train de préserver, on sauve rien parce que comme tu l'as dit là à l'instant, le hip-hop franchement il est pas là pour partir. Mais on est toujours là dans cette peur de perdre cette culture, machin, sans vraiment se rendre compte, mais de qui on a en face en fait. C'est-à-dire qu'en face, on a la politique culturelle française.
ce qui n'a rien à voir avec la politique culturelle américaine. C'est ça. Tu vois, donc est-ce que voilà, est-ce que vraiment vous avez même par rapport aux danseurs tout ça, parce que je rebondis aussi sur ce qu'il dit avec cette unité tout ça, est-ce que on a assez conscience du fait que en fait en France les gens ils sont pas là pour ça, ils sont pas là C'est ça. pour nous, quoi. Si j'en ai parlé, c'est que j'en ai conscience. Ouais. Voilà, si je l'ai soulevé. Maintenant, collectivement, je ne pense pas. Pas parce que les gens pas parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans leur cerveau, c'est pas ça. C'est parce que c'est quelque chose qui est un peu subtil quand même. Que quand tu es dans un pays qui est organisé de cette manière-là, où tu peux aller chercher des subventions, où la notion d'auto-entrepreneuriat, elle est moins développée culturellement, elle est moins dans ton ADN, c'est tout à fait normal que tu fasses un peu moins la différence entre la culture et la politique culturelle. Donc en réalité, il y a des choses à déconstruire. Voilà, nous sommes passionnés, nous sommes tombés amoureux d'une culture qui n'est même pas française, qui est afro-descendante, c'est super important, pas française et afro-descendante. À partir du moment où tu te dis ça, il faut te dire qu'il y a des choses à faire par soi-même. Et ça veut pas dire que tu es contre les institutions. Ça veut pas dire que tu es contre la politique culturelle. Ça veut dire que tu as conscience que cette politique culturelle, elle peut avoir un agenda, à ce moment-là, un agenda complètement différent les mois suivants, et qu'en réalité, elle est pas forcément là pour t'aider ou pour aider ta culture à survivre, ou toi, d'un point de vue personnel ou communautaire, à survivre. Je vais juste répondre très rapidement parce que il a dit beaucoup de choses où je suis d'accord. Juste par rapport à ça, c'est que il y a un proverbe que je dis souvent: si tu veux aider quelqu'un, lui donne pas un poisson, apprends-le à pêcher. Et en danse, on a plein de salles gratuites, on a plein de subventions. C'est-à-dire moi, par exemple, j'ai dansé dans les théâtres où tu t'es toujours blindé, mais t'es pas blindé parce que je suis un bon danseur. C'est blindé parce qu'il y avait écrit hip-hop. Donc le fait qu'on ait grandi pendant des années dans un truc où en fait on danse devant plein de gens, mais pas pour qui nous sommes, mais parce qu'on représente, qui fait que un danseur il a pas le réflexe directement de se dire en fait ça c'est pas mon public, ça fait partie de la politique de la ville. D'où la chose que tu as dit tout à l'heure, il y a plein d'événements danse parce moi quand j'ai commencé la danse, ma ville elle m'a dit on met pas de chaises. Parce qu'ils pensaient qu'on allait jeter les chaises entre nous. Non mais vous rigolez, les jeunes vous rigolez, mais c'est réel. Ça c'est des signes. Mais maintenant qu'ils ont compris, c'est bonne ambiance, il y a pas de bagarre, c'est pas le rap. Toutes les villes, il y a des battles partout. Donc personne va faire des battles indépendants en mode je vais faire un battle pour faire des thunes. Tout le monde va faire des battles parce que la ville permet de faire un battle. Donc le fait que l'État nous donne du poisson, ça nous apprend pas à pêcher. Donc on restera toujours au même niveau. Alors, ouais, moi j'ai une question. Bonjour à tous. Barberiche de l'émission La Récré. Déjà, je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Gaëver concernant les gardiens du temple. Moi, je pense que c'est super important. Bien entendu qu'il faut faire attention aux jeunes, parce que les jeunes, c'est la créativité, c'est le dynamisme et la spontanéité. Donc, du coup, il y a un renouveau. Mais il faut faire attention à ce qui ne dénature pas l'art dans lequel ils sont. Et dès qu'on est dénaturé, on peut aussi tendre à disparaître. Donc pour moi, il est important d'avoir des gardiens du temple qui transmettent. Très important. Et moi, ma question, c'est, là j'entendais, je suis arrivé un peu en retard, désolé, j'ai entendu que beaucoup d'entre vous vivaient de la musique. Si demain, de sa passion, parce qu'il y a des danseurs, excusez-moi, si demain, il n'y a plus d'argent dans le hip-hop, est-ce que vous arrêtez et vous allez faire un travail classique? Moi, pour moi, en tout cas, franchement, si demain je suis plus professionnel de danse, je serai un danseur amateur. C'est tout. Et moi, justement, j'ai choisi. Pour tout le monde, ouais. Et moi, justement, j'ai choisi de travailler vraiment pour ne pas me dégoûter justement de la danse. Parce qu'après, tu peux en avoir un dégoût quand tu rentres pas de thunes. Celui qui rappe, qui rentre pas de thunes, quand il fait des sons, à la fin, il dit ouais, le rap, c'est de la merde. Celui qui danse, qui rentre pas de thunes, il dit c'est de la merde. Donc, quand tu travailles un peu à côté, t'attends un peu moins, et finalement, tu fais ta passion avec kiff, et il y a moins de stress, moins d'angoisse, voilà. C'est différent, mais je continuerai, parce que il y a cette passion-là de base, donc tu le fais pas pour de l'argent. Donc s'il y a pas d'argent, tu le fais différemment, mais tu continues à le faire.
sont possédés. Moi, j'ai toujours fait des choix pour que la passion reste. Voilà, même quand j'ai arrêté de faire des battles, j'en fais un tous les 3-4 ans. C'est pour que la passion reste. Les choix que je fais de pas aller faire d'audition, alors que c'est censé être mon métier et que c'est censé être, c'est pour que la passion reste, c'est pour que je sois aussi vecteur de mes propres, voilà, artistiquement, de mes propres choses, quoi, de mes propres choix, projets. Et donc, pour répondre à ta question, même s'il y a plus d'argent, oui, je continue. Ouais, même sans argent ou des choses comme ça, comme on est passionné et que c'est dans notre ADN, quoi qu'il en soit, on suivra toujours. C'est-à-dire que même si on n'en fait plus notre métier, on n'est pas dans notre métier ou des choses comme ça, on se jettera un coup. Ou alors, si des gens demandent des conseils, pour les aiguiller ou des choses comme ça. Mais c'est pas ça qui motive de suivre cette passion-là, ce mouvement, quoi. C'est pas l'argent qui m'a fait commencer. Je pense qu'on est sur la dernière question. Je pense qu'on approche clairement de la fin de cet échange passionnant, riche. Il en manque. Ça se dit encore beaucoup de choses. Cultiver, ça va être ça. Ça va être de véritablement échanger, débattre, se poser des questions, être d'accord, ne pas être d'accord, se bousculer, s'exiger les uns des autres. Voilà, ça va être ça, les débats cultivés à l'intérieur de cette démarche de Fabrizi, que je vais vous demander d'applaudir. Fabrizi. KJ Jean également. Chris Kwasi également. Toutes les équipes qui ont accompagné, qui nous ont permis d'être là au Spot 24. Et François Gautret, évidemment, en tête de liste. Et merci. Jimmy Yudat. Vous pouvez les applaudir. Jimmy Yudat. Freddy, Benji, Becky Soul, Bambi Cruz et Guy Verhoekman. Merci à toutes et à tous. Et moi, c'est Case. Et je vous embrasse. Et de prochains rendez-vous, prochains épisodes.